Bonsoir Martial Fraisse. Bonsoir. Vous êtes pharmacien à Fontenay-sous-Bois, également président de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France. En 10 ans, le nombre de médicaments en rupture de stock a été multiplié par 10. 530 médicaments aujourd'hui introuvables, quasiment introuvables dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Martial Fraisse, est-ce que vous avez déjà connu une telle situation ou est-ce que c'est du jamais vu? Non, cette situation d'une telle ampleur est totalement inédite. On a observé une dégradation depuis plusieurs années, dégradation d'ailleurs qui avait été annoncée par plusieurs professionnels et même annoncée l'année dernière par le comité économique des produits de santé du ministère. 44 médicaments en rupture de stock en 2008. Oui. Ça paraît vraiment extrêmement fort comme rupture de stock aujourd'hui. Ça devient exponentiel, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont des produits anciens, pour lesquels les laboratoires se détachent, puisque finalement ce sont des produits qui sont tombés dans le domaine public. Et chacun pense que l'autre va pouvoir le produire. Et malheureusement, les faits nous prouvent que ce n'est pas vrai. Alors, la liste des médicaments manquants est longue. Ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas du tout des médicaments de confort qui manquent, qui sont en rupture. Ce sont de plus en plus des médicaments essentiels. Jusqu'ici, on avait les vaccins. Plus de 22% des vaccins manquent actuellement dans nos officines. Mais maintenant, on a des traitements du cancer, du traitement du Parkinson, de l'épilepsie, de toutes sortes de maladies, même de maladies aiguës, par exemple des antibiotiques injectables qui nous manquent, des traitements infantiles. Beaucoup de présentations infantiles manquent, si bien que les enfants ne peuvent bénéficier plus maintenant que de formes adultes adaptées. Alors, on comprend bien que ça peut avoir des conséquences très graves sur la santé des patients. Je pense notamment aux malades qui ont un cancer de la vessie. Leurs médicaments se trouvent de moins en moins sur le marché. Évidemment, ça crée des situations gravissimes, notamment pour ces personnes qui doivent se faire opérer et subir une ablation de cet organe. Les médecins, les malades sont très inquiets. On les écoute. On a des patients qui sont dans une pathologie de l'intime et chaque jour qui se demandent s'ils vont récidiver ou pas parce qu'on a quand même un fort taux de récidive entre 50 et 70%. Et ils en sont encore avec une angoisse supplémentaire, c'est ces médicaments qui, du jour au lendemain, risquent de ne plus être sur le marché. Du fait de ces restrictions, inévitablement, des traitements incomplets ont été donnés et un nombre d'opérations pour retirer la vessie plus important qu'attendu a été observé. 600 patients opérés à cause de cette pénurie. À quoi est due la disparition de ce traitement? Alors simplement, le producteur de ce médicament est situé au Canada. Il exporte, il a des capacités de production qui sont contraintes, il en fabrique au maximum, mais l'exportation, évidemment, c'est un marché et orienté vers le plus offrant. Et donc, pour ce produit, on sait que les écarts de prix sont de 1 à 8. Sur un marché mondial, on imagine bien que les pays qui sont prêts à payer plus cher vont être servis les premiers. Et visiblement, la France ne fait pas partie de ces pays-là. Elle ne fait pas partie de ces pays-là, malheureusement. Alors, pour un même médicament, certains pays ne connaissent pas du tout de pénurie. Là, on est dans l'exemple type dont vous venez de parler. On priorise et on vend davantage aux États-Unis quand les États-Unis achètent plus cher. Exactement. Pour prendre un exemple, j'ai rencontré mes collègues suédois il y a 2 semaines. Ils m'ont bien affirmé qu'ils n'avaient aucune pénurie actuellement, mais l'écart de prix entre la France et la Suède est très important. Il faut penser qu'en France, la baisse de prix entre 2000 et 2017 des médicaments est de 35% pour ces médicaments-là. Donc on peut imaginer, on peut se dire que le prix du médicament est cher en France, mais non. Quand on compare au niveau européen, on est moins cher que nos voisins. Est-ce qu'il y a d'autres raisons à ces pénuries? Je pense notamment aux délocalisations, par exemple. Alors oui, depuis les années 90, et ce n'est pas que de l'industrie pharmaceutique, l'industrie en général a été délocalisée. La France est orientée vers les services, et l'industrie chimique, notamment pour la chimie des matières premières, est arrivée en Chine et en Inde. Là, on parle des molécules, c'est ça, donc, des les principes molécules, c'est-à-dire actifs. la fabrication des molécules primaires, celle qui va permettre de fabriquer le médicament. À partir de ce moment-là, actuellement, l'Inde et la Chine essaient d'améliorer les conditions environnementales des industries chimiques. Et donc, les usines peuvent se trouver fermées du jour au lendemain pour s'adapter aux normes environnementales. Ce qui veut dire que tout à coup, on se trouve avec un marché qui est limité dans la production et donc en panne. Et pour remettre en route une production sur une molécule, il faut bien penser qu'on est sur des délais de 1 an, voire 2 ans. Est-ce que les industriels qui décident d'arrêter carrément de fabriquer un médicament ont le droit quand on sait qu'il est nécessaire pour une partie de la population française, par exemple?
Alors, normalement, on ne peut pas arrêter comme ça de façon sauvage. Et on a l'impression que ça se répète. Alors, ça se répète, pourquoi? Parce qu'il y a soit une perte de rentabilité, c'est comme cela que l'évalue l'industriel, soit le médicament est déclaré orphelin, c'est-à-dire que la licence est abandonnée, et qui peut le prend. Et personne ne peut faire pression parce qu'il y a un gendarme du médicament, je pense à l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. L'Agence du médicament recherche, on pourrait dire presque, pas par appel d'offres, mais c'est une image, mais recherche des fabricants. Il existe toujours des molécules orphelines. À partir de ce moment-là, comment est-ce que l'on peut contraindre? Non, on ne peut pas contraindre, mais on peut inciter. Dans le rapport des sénateurs, il est bien... C'est un rapport qui a été rendu au début du mois, c'est ça? Tout à fait, qui a été rendu le 2 octobre. Il est décrit 30 mesures qui seraient susceptibles d'éviter, mais je dirais maintenant dans l'urgence, les ruptures de certains médicaments. Alors ce rapport propose justement que l'État produise lui-même les médicaments en rupture de stock. Alors, pour les plus importants, peut-être. Produire lui-même, il faudrait en avoir déjà les capacités. On a bien des organismes qui pourraient le faire, mais il y a eu déjà des démentis sur cette capacité de production. Alors, pourtant, il y a des pays comme la Suisse ou les États-Unis qui ont mis des structures publiques en place, ou un consortium aux États-Unis qui s'appelle Civica-Cerix, qui est un consortium qui est basé sur l'adhésion de 750 hôpitaux et qui met en place une fabrication américaine avec des produits chimiques américains. Et alors, est-ce que c'est parce qu'on a avec la pharmacie centrale des armées en France? Alors, la pharmacie centrale des armées a une vocation particulière. Elle produit les comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire. Elle est capable de produire des médicaments en cas de problème, d'antidote en cas d'attaque chimique, des produits très spécifiques. Mais pas le tout venant. Mais elle n'a pas cette vocation jusqu'ici. Ensuite, aux politiques de décider. Alors justement, le rapport propose aussi de davantage manier la politique de la carotte et du bâton. Il entend par là, en gros, sanctionner davantage les labos qui gèrent mal la pénurie et puis encourager financièrement ceux qui fabriqueraient en France. Alors, c'est une bonne solution, c'est-à-dire qu'on peut toujours encourager ou contraindre. L'encouragement a toujours été la meilleure des solutions. La difficulté, c'est est-ce qu'on va être suivi par rapport à ces molécules? On voit bien que c'est complexe. L'Académie de pharmacie, elle, dans ses recommandations, aurait bien voulu qu'un coordonnateur soit nommé au niveau du Premier ministre pour pouvoir avoir une action commune de tous les ministères. Alors justement, vous parlez des actions communes, il y a des actions de citoyens aussi. Et je pense à ce collectif d'associations de malades de Parkinson qui ont lancé une pétition. Près de 10 000 signatures aujourd'hui. Ils interpellent l'État et dénoncent la non-assistance à personne en danger. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être entendus? Alors j'espère qu'ils seront entendus parce que la maladie de Parkinson est une maladie grave, contraignante, qui entraîne des blocages et qui entraîne des problèmes, des difficultés de vie, mais difficiles à imaginer pour celui qui ne l'a pas. Donc, la difficulté de trouver le médicament, ne serait-ce que l'angoisse que peuvent avoir les proches, les aidants ou le malade, est très importante. On voit bien, même pour le patient et même les patients actuellement qui connaissent notamment qu'un médicament est en rupture, actuellement, c'est la grande interrogation, est-ce que j'aurai assez de médicaments pour pouvoir aller jusqu'à la reprise? Alors, en attendant, quelles sont les alternatives? Est-ce qu'on peut aller sur Internet pour peut-être trouver le bon médicament aux États-Unis? Alors, surtout pas, parce que, vous savez, la nature a horreur du vide. Mais souvent, le vide, il est occupé par des choses peu recommandables. Et sur Internet, vous n'êtes pas sûr de trouver déjà le bon produit, d'avoir un produit qui soit authentique, et surtout qui puisse vous faire du bien tel que vous pouvez l'attendre. Et vous pensez aux contrefaçons? Il n'y a pas de label qui permettrait de savoir si on n'achète pas exactement le bon produit? Pour vous dire, non, il n'y en a pas. Pour vous dire, l'opération Pangée, qui a été la dernière opération des douanes et d'Interpol sur, je dirais, la planète entière, rien que pour la France, des médicaments destinés à la France, ils ont arrêté 420 000 boîtes. Dans les zones de frais, les zones postales. Donc ça veut dire que actuellement, le fait d'avoir des pénuries de médicaments, ça entraîne, je dirais, on peut être désigné comme une proie facile. Non, le meilleur circuit, c'est le circuit du médicament, depuis l'industriel, contrôlé jusqu'à la pharmacie d'officine qui est là pour le délivrer. Donc les pharmaciens, avec les médecins, vont pouvoir essayer de se débrouiller pour pouvoir délivrer les médicaments. Eh bien, on compte sur vous. Merci, Martial Fraisse, président de l'Ordre des médecins, des pharmaciens, d'Île-de-France. Merci. Tout de suite, Axel de Tarlé sur le pouvoir d'achat des Français. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.